Allez, on va faire un petit quiz ensemble sur la partie 3, créer des calculs. Alors ce quiz, c'est pour le fun bien sûr, mais c'est aussi pour vous remettre les choses en tête et vous aider à créer des automatismes dans votre utilisation du DAX. Alors on va garder le même exemple que précédemment, c'est-à-dire celui d'une société qui vend du textile en ligne. Et donc le modèle relationnel des données, c'est toujours le même. Donc j'ai deux tables de fait, celle des ventes et celle des retours. J'ai aussi deux référentiels de niveau 1, donc ma table des clients et ma table des produits. Et puis deux autres référentiels plus généraux, le calendrier qui est bien sûr directement lié à mes deux tables de fait et mon référentiel géographique. Donc, je vous replace en haut la structure de ma table des ventes et on va jouer un peu avec. Donc, première partie, le but du jeu, ça va être de retrouver pour chaque chose à calculer le type de calcul à effectuer et l'expression DAX qui est associée. Donc, mon premier calcul, si je veux évaluer le chiffre d'affaires, quel est le type de calcul à mettre en place? Donc, c'est une mesure. Et je vous donne les réponses directement, hein, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir un peu. Donc c'est une mesure et l'expression ce sera tout simplement la somme de mes ventes. Voilà, on démarre doucement. Deuxième calcul, si maintenant je veux retrouver les mois d'achat de mes ventes, comment je fais? Eh bien je vais créer une colonne calculée qui va évaluer pour chacune de mes ventes le mois de la date d'achat grâce à la fonction month. J'aurais évidemment pu sortir aussi le jour, le trimestre, le semestre, le numéro de la semaine, le nom du mois, etc., etc. Troisième cas, si je veux connaître le montant de ma plus grosse vente. Comment je fais? Donc je vais créer une mesure, et cette mesure, elle sera égale au max de ma colonne montant. Parmi tous mes montants, je vais aller chercher le max. Donc j'applique bien un calcul à un ensemble de lignes, donc j'ai bien besoin d'une mesure. Voilà, ça c'était l'échauffement. C'était pour bien vous remettre en tête qu'une colonne calculée, ça réalise des calculs qui s'appliquent ligne à ligne, tandis que les mesures réalisent des calculs qui s'appliquent sur un ensemble de lignes. Voilà. Donc on va continuer sur d'autres exemples. Si je veux par exemple calculer mon chiffre d'affaires pour 2017, eh bien j'applique un calcul à un ensemble de lignes, donc je vais créer une mesure et je vais faire un calculate, parce que je vais réévaluer une mesure que j'ai déjà créée, qui est mon chiffre d'affaires, selon un critère qui est ici l'année. Donc, à ce stade-là, l'utilisation d'un calculate pour ce genre de cas, ça doit vraiment être un réflexe. C'est une fonction très pratique et très courante. Donc voilà, c'est automatique maintenant. Petite précision, donc ici, en condition de mon calculate, j'ai mis que l'année de mon calendrier, c'est 2017. Ce qui me permet d'écrire ça, c'est bien sûr la relation qui existe entre la date de mes ventes et la date de mon calendrier. Si j'avais pas de relation entre ces tables, bien sûr, ça fonctionnerait pas. À noter aussi, si vous écrivez ça, c'est-à-dire que vous utilisez un filter comme condition de calculate, ça donne le même résultat. Simplement, utilisez filter quand la condition s'appuie sur une variable, parce que c'est vraiment à ça que sert filter. Et donc ici, on n'a pas de variable. 2017, c'est une constante. Donc voilà, c'est plutôt la première expression qui est la mieux adaptée. Alors justement, si je veux calculer maintenant mon chiffre d'affaires sur l'année en cours, là, ma condition devient variable, parce que l'année en cours évolue bien sûr au cours du temps. Donc je vais créer le même type d'expression que précédemment, sauf que cette fois-ci, mon filter s'applique bien sur une variable que j'aurais définie au préalable comme ça. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'année en cours, donc hier de today, mais je peux bien sûr prendre le mois en cours, month de today, le trimestre en cours, quarter de today, ou le trimestre précédent, quarter de today -1, etc., etc. Allez, on continue. Maintenant, comment feriez-vous pour me sortir le nombre de ventes? Donc c'est une mesure, bien sûr, et c'est égal à count rows de ma table des ventes. Voilà, rappelez-vous, compter des lignes, count rows, ça c'est très pratique. Voilà, celui-là c'était facile. Maintenant, si je vous demande de me sortir le nombre de clients différents sur le trimestre 2017, alors ce sera une mesure bien sûr, et on va découper tout ça, parce que voilà, nous on est des gens méthodiques. Alors d'abord, je vais me créer une mesure qui calcule le nombre de clients différents sans condition de temporalité, donc j'utilise la fonction distinct count. Voilà, ça c'est ma première étape. Et maintenant, je vais réévaluer cette première mesure dans une seconde à l'aide d'un calculate.
que vous connaissez bien maintenant. Donc calculate auquel j'applique 2 conditions, une sur le trimestre et une sur l'année. Et comme ce sont des constantes, mon trimestre et mon année ici, j'ai pas besoin d'utiliser la fonction filter. Allez, la suite. Alors là, je vais vous demander de me sortir le nombre de nouveaux clients sur 2017. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas effectué de vente en 2016, mais qui en ont fait en 2017. Voilà, donc je pense que vous me voyez un peu venir avec mes gros sabots et mes stats marketing. Donc ensuite, tout ça peut très bien nous servir de base pour après visualiser qui sont ces nouveaux clients, d'où est-ce qu'ils viennent, quel âge ils ont, quel est notre pourcentage de croissance par rapport à l'année d'avant, combien de clients on a perdu, etc., etc. Mais bon, on va revenir à notre... on va pas s'enflammer, on va revenir à notre calcul. Donc ce calcul, et comme tous les autres calculs, vous avez le droit, et c'est même vivement recommandé, de le séquencer, de le découper. Donc il vaut mieux découper son calcul, le tester étape par étape et sortir une stat correcte, plutôt que de faire le bourrin et de tout mettre en une étape et de pas pouvoir bien tester et au risque de bien sûr se tromper. Donc on va découper tout ça, on va créer en fait plusieurs colonnes calculées dans notre table client. Donc d'abord on va dans la première, on va calculer pour chaque client le nombre de ventes effectuées en 2016. Donc voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer la formule tellement vous la maîtrisez maintenant. La même chose pour 2017. Voilà. Et puis ensuite, une autre colonne. Donc si le client n'a pas réalisé de vente en 2016, mais en a fait en 2017, il est nouveau. Et donc sinon, il ne l'est pas. Donc on renvoie oui ou non. Et puis ensuite, on va pouvoir calculer le nombre de nouveaux clients avec la fonction countRows qu'on applique seulement aux clients qui sont nouveaux. Voilà. Allez, la suite. Maintenant, j'ai envie d'affecter une catégorie d'âge à mes clients. Donc, comment s'y prendre? Alors d'abord, on va calculer l'âge parce que nos clients renseignent leur année de naissance. Donc, on va transformer ça en âge pour chacun de nos clients dans une colonne calculée. Donc, c'est simplement l'année en cours moins l'année de naissance. Voilà, il n'y a rien de difficile. Et ensuite, je vais pouvoir m'appuyer sur cet âge pour affecter une catégorie à chaque client. Donc, c'est une deuxième colonne calculée que je crée en utilisant la fonction switch et je lui passe true en premier argument. Si je mets pas true, en fait, ça sert à la fonction switch entre guillemets tout court. Elle sert à remplacer une valeur par une autre. Et donc ensuite, j'affecte ici 4 catégories différentes à mes clients. Allez, pour finir sur ces rappels d'axes, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais vous donner une expression d'axe et qu'il va falloir retrouver à quoi ça correspond. Donc ça, c'est l'exercice que vous faites typiquement quand vous récupérez un rapport de quelqu'un et que vous essayez de comprendre ce qu'il a fait. Et c'est d'autant plus difficile qu'il, ou elle d'ailleurs, n'a pas nommé ces mesures de manière explicite ou alors a pas bien indenté ses formules, etc. Donc on va se placer en conditions réelles. Alors, ce premier machin là, qu'est-ce que ça fait ? Bon, ça rappelle vaguement la même fonction dans Excel, mais voilà, quand vous savez plus trop ce que fait une fonction, quels arguments, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça renvoie, etc., et ben, aidez-vous de la doc Microsoft. Elle est vraiment faite pour ça, donc on va aller voir ça, on va aller y faire un tour. Donc, search, c'est une fonction qui s'applique à du texte. Voilà, on la retrouve dans cette section et un peu plus bas. Et en fait, on voit qu'elle sert à rechercher un texte spécifique dans un autre texte, à partir d'une certaine position si on veut, et on peut aussi, si on veut, lui faire retourner une valeur spécifique si on ne trouve pas de résultat. Et donc on peut lire ici que cette fonction retourne un nombre qui correspond en fait à la position du premier caractère qui va matcher le texte qu'on cherche. Donc si je reviens à ma formule, ici je cherche le texte bleu dans la description de mes produits, depuis le premier caractère de la description, et je lui fais renvoyer blank si on ne trouve rien. Et je renvoie donc une position, un numéro de caractère. Ensuite, un autre pavé. Alors, voilà, il ne faut pas avoir peur quand il y a plusieurs lignes de calcul. Là, ma formule est évidemment pas du tout indentée, donc il faut démêler un peu tout ça. Donc, je vois déjà que je fais un calculate d'une division. Donc je divise un nombre de lignes vides, un nombre de retours dont le code postal est vide, que je divise par un nombre de retours total. Donc déjà, je vois que je calcule un taux de choses vides, de codes postaux vides.
Et ensuite, je calcule tout ça selon un certain nombre de filtres. Donc je vois que je filtre sur mon calendrier, donc c'est un filtre temporel, sur les dates qui sont en fait comprises entre mon début de saison du printemps et ma fin de saison. Donc voilà, donc j'ai bien en fait un taux de manquant de mes codes postaux, des codes postaux de mes retours sur la saison de printemps. Voilà. Ça, c'est certainement lié au fait que mes clients, quand ils font un retour, ils notent pas bien leur code postal. Un dernier exemple avec cette expression. Alors, même chose, il faut bien découper la manière dont on réévalue, on relie cette formule. Donc ici, je réévalue un nombre de retours. Donc, je me situe bien dans ma table retour et je compte un nombre de retours. Donc, je compte un nombre de retours et je vais utiliser la relation entre la date de mon calendrier et la date de livraison de ma table des retours. Donc ça veut bien dire que j'utilise une autre relation qui n'est pas la relation principale et je filtre sur le calendrier sur le mois précédent. Donc ici, ça veut dire que sur le mois précédent et en utilisant la relation entre la livraison et la date du calendrier, j'évalue un nombre de retours. Donc j'ai bien évalué un nombre de retours livrés, parce que j'évalue en fonction de ma date de livraison, livrés le mois précédent. Voilà. Et donc, pour finir, j'en profite pour vous rappeler les bonnes pratiques du DAX. D'abord, définissez, documentez, suivez ce que vous faites. Ça évite d'avoir à faire l'exercice qu'on vient de faire, donc d'avoir à comprendre ce qui a déjà été fait. Si c'est documenté, cette étape-là, on la supprime. Mettez vos mesures dans une table des mesures, c'est un peu plus lisible après pour celui qui reprend. Nommez de manière explicite vos mesures et vos colonnes calculées. Pensez à bien indenter votre code et vos formules. C'est pareil, c'est pour des questions de lisibilité. Et n'hésitez pas à référencer au maximum vos mesures quand vous en créez qui s'appuient sur d'autres mesures. Mais il faut vraiment se servir de ces bases-là et référencer vos calculs de cette manière-là.